Claire, ça marche avec le micro? Zoom. C'est bon sur Zoom? Ouais, ça marche. Ok. Bon, j'enlève mon masque. Et bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous donc, pour cet atelier qui va essayer de faire un focus sur donc, les liens entre devoir de vigilance, droits sociaux et rémunération des productrices et des producteurs. Donc, je suis très heureuse d'animer cet atelier qui touche à des fondamentaux de la théorie du changement du commerce équitable, à savoir donc, la nature des relations commerciales et le fait que selon les relations commerciales que les entreprises acheteuses entretiennent avec les maillons amont des filières, donc les productrices, les producteurs, les travailleuses et les travailleurs, pardon, on assiste soit à une potentielle explosion des inégalités, voire parfois des cas de violation des droits humains, soit quand ces relations sont plus justes, plus équitables, on assiste aussi à évidemment une amélioration des droits sociaux, des choses qui se mettent en place pour garantir que les personnes qui produisent les produits qui sont à l'origine, que les personnes qui produisent les produits que nous consommons peuvent le faire dans de bonnes conditions, peuvent vivre dignement de leur travail et cultiver durablement la terre. Et le pari que fait le mouvement du commerce équitable, c'est que ces relations commerciales, ces outils du commerce équitable peuvent inspirer un changement des règles du jeu plus large, des règles qui s'appliquent à tous. Et on en a parlé ce matin, mais les outils du commerce équitable inspirent également des nouvelles régulations, des formes de régulation qui viennent encadrer les relations que les entreprises peuvent avoir avec l'environnement, avec les droits humains. C'est important. On en a parlé aussi au niveau de la loi Egalim 2 ce matin, donc qui reprend des fondamentaux du commerce équitable, notamment la construction du prix basé sur des coûts de production, le renforcement des organisations de producteurs, et puis les contrats dans la durée, bien sûr. Le devoir de vigilance, on en parle beaucoup en ce moment, on en parle aussi depuis déjà des années. C'est une régulation qui, en ce moment, fait l'objet d'une proposition législative par la Commission européenne. Et c'est aussi inspiré du commerce équitable d'une certaine manière. Alors bien sûr, c'est tout un mouvement de la société civile qui se bat pour que les entreprises aient des comportements respectueux de l'environnement et des droits humains. Mais on parle bien, quand on parle de devoir de vigilance, des relations commerciales qui ont directement des effets dans les chaînes de valeur, positifs ou négatifs, sur l'environnement et sur les droits humains. Il y a d'autres initiatives en cours. Sergi Corbalan en parlait ce matin de notre bureau de plaidoyer à Bruxelles. Il y a un règlement sur la déforestation importée qui vient de sortir, qui est à l'état de proposition aussi par la Commission européenne mercredi dernier. Il y a eu une directive également sur les pratiques commerciales déloyales qui vise à réguler également les comportements des entreprises dans les filières en lien avec les droits sociaux, les violations des droits sociaux et le respect aussi de l'environnement. Cet ensemble d'initiatives publiques, elles vont aussi mettre en place un certain nombre de changements pour des relations commerciales qui seraient basées sur plus d'équité. Et donc, il y a aussi des enjeux à s'assurer que toute l'opérationnalisation de ces initiatives, auxquelles évidemment on est favorable dans leur idéologie, ne retombe pas sur les producteurs en amont des filières. Il y a des risques aussi pour ça, on va en parler maintenant. Au cœur de toutes ces initiatives, l'enjeu, bien sûr, ça reste la question des prix, d'un prix
plus rémunérateur parce que c'est directement en lien avec la violation des droits humains que de se dire qu'on ne peut pas vivre de son travail, qu'on est exploité pour ça, que l'environnement également est exploité. Donc la question du prix, c'est un peu le nerf de la guerre derrière ces initiatives de devoir de vigilance. On a la chance aujourd'hui d'avoir 3 intervenantes avec nous qui vont pouvoir nous parler de la difficulté et aussi de l'ambition, quand ça marche, bien de construire un prix rémunérateur. Qu'est-ce que ça veut dire, la construction du prix? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel lien avec justement les droits sociaux? Qu'est-ce que ça permet? Quels effets? Alors malheureusement, on devait avoir une 4e intervenante avec nous qui était Lisbeth Pérez, qui est partenaire de la Fédération Artisans du Monde, qui est responsable commercial d'une entreprise très engagée équatorienne, Makita, mais qui ne peut pas être là parce qu'elle est cas contact, donc elle n'a pas voulu prendre le risque de nous contaminer. Et donc nous avons avec nous pour Jardin de Gaïa, donc Cassandre Maury qui est déléguée générale et Gwenaëlle Tête qui est responsable filière. Attends, je n'écorche pas ta responsabilité. Donc chargée de suivi des filières et partenariats producteurs. Et puis Laurie Rouba, donc, qui est responsable du pôle relations producteurs, programme et impact de Max Havelaar France. Donc on va avoir 2 temps d'échange pour l'heure qui nous reste. Un premier temps d'échange où on voulait laisser la parole donc, à nos partenaires de Jardin de Gaïa pour mieux comprendre comment des relations équitables peuvent justement favoriser les droits sociaux, avec vraiment cette question de la construction des prix au cœur de ces réflexions. Et puis on aura un temps d'échange avec vous suite à cette intervention. Et dans un deuxième temps, on écoutera donc Laurie sur le volet plus plaidoyer, on va dire, la mission du commerce équitable. C'est bien aussi, on le disait tout à l'heure, d'inspirer ces changements de régulation, et donc comment aussi faire trade avec sa dynamique du revenu décent, du living income, qui est devenu une stratégie aussi internationale, peut inspirer ce genre de régulation. Donc Cassandre et Gwenaëlle, je vous laisse la parole pour un témoignage qui puisse venir un peu illustrer cette difficulté des constructions des prix. Merci. Alors, j'enlève mon masque. Vous m'entendez? Ok, donc je prends la parole. Ça va, vous êtes tous en forme? Parce qu'en fait, nous, on s'est dit, est-ce qu'il y a un atelier un peu compliqué? Et si oui, on aimerait bien y être. Ok, il faut que je me mette là pour que vous puissiez me filmer. Voilà, ça va mieux comme ça? Ok, super. Donc voilà, cet atelier, il vient en fin de journée. C'est un atelier assez compliqué. Donc ne vous endormez pas parce qu'on a besoin de vous. Alors, Jardin de Gaïa, qui ne connaît pas? Ok. Donc, Jardin de Gaïa, une petite PME familiale en Alsace. On est spécialisé dans tout ce qui est import de thé, fabrication et ensuite distribution, principalement en France, mais aussi en Europe. Donc, voilà, notre produit, c'est le thé, les plantes à infusion, mais aussi les épices. Alors, on est à peu près 85 personnes et on travaille avec une 40aine d'organisations de producteurs, donc principalement quand même en Asie, en Afrique, mais également en Amérique du Sud et en Europe. Voilà, pour vous donner un petit peu la fiche d'identité. Alors pourquoi on a voulu s'intéresser et intervenir dans le cadre de cet atelier, c'est que nous, ça nous pose problème en fait cet atelier, et du coup on aimerait un petit peu apporter notre témoignage de PME qui a vraiment la volonté d'aller plus loin et de faire les choses dans une dynamique d'amélioration. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et puis surtout à partager peut-être lors des questions-réponses. Voilà, on peut peut-être... Ah oui, non, il me faut le truc. Voilà, merci. Alors, juste pour reprendre peut-être la base, effectivement, pour nous, la juste rémunération, nous, je veux dire, tous les membres du mouvement commerce équitable, ça nous paraît une évidence, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste incroyable de pouvoir se dire ce matin que, effectivement, les agriculteurs doivent vivre dignement de leur travail. On est content de le savoir. Et donc, comment fait-on pour travailler sur ça?
puisque effectivement la loi nous rappelle que le paiement par l'acheteur d'un prix rémunérateur pour les travailleurs établi sur la base d'une identification des coûts de production et d'une négociation équilibrée entre les parties au contrat. Donc ça, c'est ce qui a marqué. Et en fait, quels outils peut-on utiliser pour travailler sur la construction de ce prix? Alors là, c'est là où en fait ça se complique. Donc nous, je ne l'ai pas dit, mais on est effectivement certifié donc, par Flowcert sur le cahier des charges Fairtrade International. On est certifié par WFTO, donc World Fair Trade Organization, et on est également certifié par Fair for Life. Donc il y a 3 cahiers des charges qui s'appliquent dans notre cas pour la certification en commerce équitable. Et en fait, ce qu'on observe, c'est effectivement que, en fonction des cahiers des charges, les définitions sont différentes et les outils qu'on nous propose sont également différents. Donc, vous voyez, nous, voilà, déjà, il faut un peu comprendre cet univers. Et à la base, cette notion de prix rémunérateur, en fait, on s'interroge sur nous. OK, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, prix rémunérateur, pour qui et comment? Donc, est-ce que ce prix rémunérateur, il permet de survivre? Est-ce qu'il permet de vivre décemment? En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà, on peut peut-être aller à la slide qui suit. Alors, si on fait un petit récap de ce que nous, on a compris, de ces 3 cahiers des charges qu'on essaye de suivre, c'est dans Fair for Life, on a une notion de prix plancher, voilà, avec un prix minimum qui est négocié. Donc une définition, le prix plancher Fair for Life pour les producteurs, il est établi sur la base d'une analyse des coûts de production, donc il y a un guide, tout ça. Pour Fairtrade, on a un prix minimum qui est garanti, qui là provient en fait du système Fairtrade, qui a un département en fait d'agronomes qui travaillent sur ces prix en fait. Voilà, donc c'est assez confortable. On a en fait une database avec des prix minimums garantis qui ne sont pas toujours le reflet, voilà, mais en tout cas qui a la vertu d'exister et d'être une référence. Et ensuite, pour World Fair Trade Organization, le prix équitable, ça correspond plutôt au salaire minimum local. Et donc, il y a cette notion, effectivement, de living wage, vous voyez. Et donc là, on nous invite à calculer ce living wage à travers un certain nombre d'outils, type le calcul de la ration alimentaire quotidienne. Vous voyez, voilà. Donc là, je vous fais un peu un état des lieux. Alors, c'est pas très précis, mais je veux dire, c'est pas l'objectif de l'atelier. Enfin, on a 10-15 minutes là. En tout cas, pour vous dire que nous, en tant que PME, voilà, on a ces cahiers des charges qui s'appliquent avec des outils qui existent. Et là, on se dit, OK, alors, par où on commence, en fait? Et comment on va nous-mêmes essayer de trouver notre chemin, voilà, à travers ce qu'on nous propose. Sachant que, bien sûr, je n'ai pas évoqué ni SPP, ni bioéquitable en France, ni tous les autres référentiels qui peuvent exister, qui ont certainement aussi d'autres définitions, avec d'autres outils. Et là, je dois dire que je sèche parce que on n'est pas allé jusqu'au bout, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, nous, on est là pour témoigner de nos limites, parce qu'en tant que PME, bien sûr, on a l'objectif en matière de commerce équitable d'être irréprochable et d'aller dans le bon sens. Mais encore une fois, on est là pour avant tout acheter des produits, fabriquer des produits, distribuer des produits dans des conditions optimales. Donc, on essaye de comprendre ce qui se passe. Voilà. Et si on peut aller à la slide qui suit. Oui, non, d'accord. Donc, en fait, juste pour illustrer ça, on voulait vous partager un cas pratique, parce qu'on s'est dit, on va travailler sur ce prix juste avec les producteurs de rooibos. Donc nous, on importe du rooibos d'Afrique du Sud. Et en fait, on s'est dit, on va travailler d'abord sur un produit, une filière, une origine, l'Afrique du Sud, et essayer de comprendre ce qui se passe pour ensuite pouvoir peut-être dégager une méthode ou dégager des outils ou en tout cas dégager des choses qui nous permettront peut-être de se dire OK, on va travailler ensuite sur le thé, sur les fleurs, sur les épices, etc. etc. Voilà, donc je vais passer la parole à Gwenaëlle qui va se charger de vous faire un petit récap des étapes de l'étude qu'elle a menée sur le rooibos et de nos conclusions, de ce qu'on a observé et puis de ce qui peut peut-être être gardé par la suite.
Et puis alors surtout, après, on est là pour entendre voilà, vos idées, puis vos recommandations, quoi. Ou vos questions, voilà. Ouais, bien sûr. Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, on est parti depuis toujours, en fait, on a la certification Fairtrade, vous voyez, donc Flowcert, le référentiel Fairtrade. On l'a conservé parce que, en fait, pour les clients, certains clients nous demandent cette certification, vous voyez. Mais en parallèle, nous, pour la marque Les Jardins Gaïa, en fait, on a souhaité aller vers WFTO en 2016 parce que les engagements WFTO reflétaient davantage notre positionnement par rapport aux filières, en fait, et à notre approche directe avec les producteurs. Et enfin, on a eu des clients qui nous ont demandé du Fair for Life. Alors on s'est dit, ouais, Fair for Life, voilà, c'est pourquoi pas. Alors ceci étant dit, effectivement, c'est une enveloppe colossale, hein, parce que tout ça, c'est beaucoup d'argent, bien sûr, et beaucoup de paperasse, évidemment. Mais ça a la vertu de nous permettre de comprendre les différents cahiers des charges, et tous les cahiers des charges ont des choses à apporter. C'est complémentaire, en fait. C'est ça qui est intéressant. Très complémentaire. Voilà, pour répondre à votre question. Donc, c'est surtout orienté client. D'autres questions ? On va prendre les questions plutôt. Ah, pardon. Plutôt... Désolée, c'est moi qui ouais, modère. Voilà, plutôt dans un deuxième temps. D'accord. Sur la plus-value que vous auriez pu rendre aux producteurs. Et moi, ça me gêne énormément, quoi. Mais moi, ça me gêne aussi. Non, mais moi, ça me gêne énormément. Ah ben oui, non, mais je sais. Oui, je sais. Non, mais oui. Nous, on a une marque aujourd'hui qui est équitable pour nous parce qu'on rend vraiment tout ce qu'on peut, la totalité des producteurs de lait. On sait que les producteurs de lait aujourd'hui, c'est très compliqué. Ça fait pratiquement 10 ans maintenant qu'on est en place. C'est même nous qui avions été les précurseurs des produits laitiers en Europe et en France équitables, entre guillemets. Mais équitables, c'est-à-dire qu'on s'est occupé des coûts de production. Hein, on n'a pas attendu que les centres de gestion nous les balancent. On a calculé les coûts de production avec des chiffres de la Commission européenne. On était chercher. Donc là, personne ne nous a détrônés par rapport à ça. D'ailleurs, on est les seuls à avoir vraiment mis ces chiffres-là. Mais on sait le mal qu'on a pour arriver à ce chiffre. Donc, quand on a une charge encore supplémentaire par ça, c'est en moins que ce qu'on ne pourra pas donner aux producteurs. Et quelque part, c'est gênant. Alors, nous, on est heureux qu'il y a quelque chose qui se met en place pour protéger l'équitable, parce qu'il faut le protéger. Donc, la loi équitable, nous, on est OK. Mais là où ça dépasse tout, c'est là, quoi. Alors le problème, c'est que si on n'y est pas, ça ne va pas, parce que voilà, le consommateur, il ne sait pas, ils y sont pas, et puis voilà, quoi, c'est compliqué. Oui, et puis bon, le marché quand même guide un petit peu les tendances, vous voyez, parce que clairement, nous, si on ne s'était pas fait certifier ou triplement certifié, c'est clair qu'il y a des clients qui se détournent et qui vont voir ailleurs, vous voyez. Donc il y a des enjeux aussi de concurrence par rapport à ces certifications. Je sais bien, mais on dit le commerce équitable. Il y a commerce, il y a équitable. Commerce, on connaît le commerce. Équitable, c'est la répartition de la valeur ajoutée équitablement. Hein, c'est ça la définition d'équitable. Finalement, nous, c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, finalement, on est un petit peu mis à mal parce qu'on le fait réellement, ça, parce qu'on rend l'argent aux producteurs. Mais bon, pour le reste, on n'est peut-être pas bio, on est encore sur des produits conventionnels, même si on fait un peu de bio aussi. Et là, on ne rentre pas dans toutes les cases. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête tout, alors que ça fait plus de 10 ans qu'on est en route. Ou qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Ou alors on tape sur la marge des producteurs pour être réellement dans les clous du truc. Mais ce coup-ci, on n'est plus équitable. C'est ça le problème. Oui. Excusez-moi, pardon. En fait, il va y avoir un temps pour les questions. Après, je vous propose juste qu'on termine l'intervention
en général parce qu'il Voilà. y a des gens sur Zoom et c'est un peu compliqué. On n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est très bien, voilà, Mais c'est je super. pense Enfin, qu'on a ouvert. Regardez toutes Voilà. les questions, c'est très bien, mais juste on prend un temps après. Du coup, je vais faire court pour avoir le temps de tes questions. Moi, je suis arrivée en février au Jardin de Gaïa pour assister du coup Cassandre sur le suivi des filières et des partenariats avec les producteurs. Donc l'année dernière, Cassandre a souhaité structurer un pôle achat filière et du coup on a mis en place un plan stratégique équitable au sein de l'entreprise qui vise du coup à cibler, concentrer nos objectifs sur certaines priorités qui étaient données, dont l'une était la question du prix. Il y a une trentaine de filières au sein du Jardin de Gaïa, dans des pays différents, sur des produits différents, avec du coup, selon les certificats, des conditions différentes, des démarches différentes. Du coup, qu'est-ce qu'on fait face à cette exigence ? Et du coup, lors d'un stage, donc mon stage de fin d'études, Cassandre m'a demandé on a initié ce travail avec deux coopératives de rooibos en Afrique du Sud, donc la coopérative de Highfeld et Wuppertal, qui sont des partenaires historiques pour l'entreprise. Donc on travaille avec eux depuis quasi 25 ans. Donc l'objectif, la volonté de cette étude, c'était de voir quel est l'impact en fait du commerce équitable au sein de ces structures et comment peut être évalué ce prix. Parce que pour reprendre le contexte, entre 2015 et 2020, les coûts le prix d'achat a quasiment doublé. Du coup, la question était de savoir mais quel est l'enjeu en fait pour ces coopératives et est-ce que la rémunération pour les producteurs s'accompagne. Voilà. Du coup, c'était de comprendre l'impact du commerce équitable au travers du mécanisme du juste prix, qui est un des outils du commerce équitable. L'objectif, du coup, il se concentre autour de deux hypothèses. La première était de voir au sein de la coopérative quels ont été les investissements menés pour faire face aux enjeux qu'il y a eu ces dernières années, notamment climatiques, avec de grosses sécheresses en Afrique du Sud, et des coûts de production. Et au niveau des producteurs, quels sont les coûts de production et essayer de toucher quel est ce seuil de vie durable. Parce que il n'y a pas de méthode type en fait. Et ça dépend vachement des contextes. Et il faut savoir qu'en 2020, Covid, il n'y a pas eu non plus la possibilité d'aller sur le terrain. Du coup, c'était plus essayer d'initier avec les producteurs cette réflexion, cette discussion. Et ça s'est fait du coup au travers de questionnaires et d'entretiens avec des membres du bureau des deux coopératives. Et au niveau des résultats, on a vu qu'il y a eu une augmentation, bien que le prix d'achat a augmenté, mais le prix rémunéré aux producteurs a aussi augmenté. Que les coopératives, elles ont investi ces dernières années face à ces enjeux, notamment climatiques. Et que finalement, cette réflexion, ce début d'études menée, leur sert aussi... ils l'utilisent aujourd'hui avec leurs membres pour réfléchir aux coûts de production, et c'est quelque chose qu'on va continuer ensemble. Mais c'est pour vous dire que c'est un enjeu au sein des Jardins de Gaïa, que c'est un travail colossal, et puis voilà. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Alors maintenant, on va passer la parole. Quelques mots de conclusion, en fait, parce que c'est un témoignage Vraiment. assez court. 2 minutes. Mais juste pour vous dire que ce travail, effectivement, il est colossal, on l'amorce.
Il y a des outils qui sont différents. Il y a des limites. Voilà, on a une personne qui travaille sur ça avec 30-40 filières. C'est un travail qui est important. Donc, on va faire preuve de patience. Mais en tout cas, on s'interrogeait sur la possibilité peut-être d'harmoniser les concepts, d'harmoniser les méthodes. C'est vrai qu'en France, on a des centres de gestion, on a pas mal de choses, etc. Quand on part à l'étranger, on n'a rien, quoi, en fait, voilà. Donc, on a déjà des contextes culturels qui sont différents, coûts de production en Chine, en Inde ou en Afrique du Sud, on ne va pas mettre la même chose derrière. Et puis, on est dans des environnements climatiques qui changent tout le temps, quoi. Donc, quand on nous demande d'évaluer une ration ou quelque chose comme ça, avec l'inflation qu'il y a, vous voyez, je veux dire, comment on peut faire? On se base sur quoi? Ce qui est bon aujourd'hui, dans 6 mois, ça l'est plus, en fait. Donc, c'est un peu problématique. Alors, ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, il ne fallait pas être trop minutieux. Voilà. L'objectif, c'est le dialogue, c'est commencer, c'est avoir, pour essayer de... et pas être trop dans le... Voilà. C'est un peu ce qu'on a compris. Et alors, par contre, nous, ça nous fait rebondir quand même, parce que c'est bien joli de parler de prix, mais il faut parler de transparence sur toute la filière. Ça veut dire, si on commence à parler du prix juste avec les producteurs, ok, on va aussi parler de valeur ajoutée, de prix final, de marge, et de savoir en fait comment ça marche du début jusqu'à la fin. Parce que c'est pas possible de se dire, et vous, vos coûts de production, là, combien vous faites de marge, etc. Et puis là, les autres, en fait, qui sont... Voilà. Donc, c'était aussi une question qu'on se disait, ça doit être cohérent. Voilà, on a fini. Merci. Je pense que tu peux garder le micro. Je vais ouvrir la ronde des questions avec une question qu'on a sur Zoom. Et puis après, on vous donne la parole dans la salle. Donc, vous avez une question qui est... Bonjour, comment réalisez-vous une veille sur les prix du marché des épices pour justifier que le prix payé aux producteurs est au-dessus? Et comment arrivez-vous à récupérer les coûts de production des producteurs pour établir le prix plancher? Voilà. Et une dernière, je fais dans la foulée, dernière question. Qui sont les coopératives partenaires de Jardin de Gaïa? Mais ça, on peut... c'est pas directement lié. Bon, alors pour les prix, quand même, on travaille avec des producteurs depuis 15 ans, 20 ans. Donc, voilà, on a un suivi des prix qui est assez régulier. En fait, les prix du marché, donc on va demander les prix du marché à plein d'autres producteurs qui sont soit en bio, soit en conventionnel, soit en équitable, etc. On va comparer en fait les prix du marché avec les différentes qualités. On demande de toute manière, même si on a des producteurs avec lesquels on travaille, on demande toujours pour vérifier la qualité aussi et pouvoir la comparer, d'avoir des choses d'autres producteurs, etc. D'ailleurs, parfois on est étonné, puis ça permet de déboucher sur d'autres partenariats. Après... comme je l'ai dit, nous, on amorce le travail. Donc, en fait, là, c'est le fruit d'un dialogue, vous voyez, avec les producteurs. Le producteur, il me dit, ça coûte, 18 € au kilo. OK, alors, qu'est-ce qui se fait avec ces 18 € au kilo? Est-ce que ça te permet de vivre? Parce que moi, là, je ne peux pas vivre avec 18 € au kilo. Je ne peux pas. Je dis n'importe quoi. Moi, si. Donc, on discute. Parce que, OK, la discussion, elle est dans les deux sens. Si moi, je n'achète pas, voilà. Donc, je ne mets pas de pression, mais il faut qu'on parle aussi. Si c'est trop pour nous, effectivement, on doit aussi parler sur ça. Voilà. Donc, nous, on n'a pas de méthode aujourd'hui qui nous dit vous remplissez notre questionnaire, là, coût de production, tac, tac, et ça, c'est le prix plancher. Voilà. Peut-être qu'un jour, ça existera, mais tout sera... Voilà. Pour le moment, c'est vraiment le dialogue, le partenariat de long terme, et puis la discussion. Chaque année, on a des rendez-vous annuels qui durent assez longtemps sur le sujet. Et comme dit, il n'y a pas une méthode, quoi. Voilà. Merci, Cassandre. Des questions? Bonjour, merci pour la présentation. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il n'existe pas de la documentation... vous m'entendez? Est-ce qu'il n'existe pas de la documentation Banque mondiale, institutions de développement, je pense aux pink sheets de la Banque mondiale qui font justement un référencement régulier des cours, mais c'est clairement pas parfait et pas granulaire. Mais donc, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous avez exploré ces options de ce qui existe dans la littérature ou non, comme point de départ? Oui, alors comme les ventes aux enchères, voilà. Donc, j'ai envie de dire... on est largement au-dessus de ces prix-là, quoi. Qui plus est en bio, en commerce équitable, avec une démarche qualité qui est la nôtre, ces référentiels-là, c'est pas valable pour nous, quoi. J'ai envie de dire, voilà. Après, on les connaît.
On met. Ma deuxième question, c'était tout à l'heure, il y a eu une remarque sur le fait que ça coûte trop cher les certifications. Est-ce que vous pouvez nous donner les ordres de grandeur ou est-ce que c'est peut-être trop confidentiel, hein, mais ça vous coûte, non, ça vous coûte c'est combien, 25 000 coûte euros par combien an, hein, 25 000 euros de chacune certification. ou Non, quand même pas. puis l'autre Faut pas pousser le bouchon là. On connaît pas votre CA, on connaît pas vos marges, donc. Non, mais ouais, bien sûr. Alors, chiffre d'affaires 13 millions. Hein. Petit. Oui. Est-ce qu'il faut que je regarde la caméra là-bas peut-être? Non, Par rapport à non, l'autre, non. géant là. Donc en fait, ouais, non, moi je suis Gérald Godreuil, je suis de la Fédération Artisans du Monde. Donc voilà, effectivement, Lisbeth aurait pu témoigner en direct, ça aurait été encore mieux. Plusieurs remarques de fait. Pourquoi on doit payer des certifications? C'est parce que quand vous faites des choses bien, il faut prouver que vous les faites bien. Donc c'est aussi le problème, c'est que voilà, quand vous faites du bio, quand vous faites de l'équitable, quand vous êtes plus vertueux, vous devez prouver que vous êtes vertueux. Donc voilà, c'est un coût. Voilà, ce que vous pouvez y mettre dans la publicité pour faire connaître, vous le mettez dans la garantie. Mais au-delà de ça, je pense que ramener au produit, c'est rarement des sommes colossales non plus. Et surtout, ça nous permet de progresser. La démarche du commerce équitable, c'est aussi de l'amélioration, le progrès continu. Donc en fait, le fait d'un moment d'évaluer des pratiques collectivement, est-ce qu'on est bon sur la rémunération? Est-ce qu'on est bon sur le respect des droits humains? Est-ce qu'on est bon sur les aspects environnementaux? Ça nous aide à progresser collectivement. Et le travail qu'on fait avec les producteurs, on a fait une étude à l'échelle européenne sur les filières artisanales il y a quelques années. Ça nous a permis aussi de voir comment les producteurs calculaient leurs coûts de production. Certains surestimaient, d'autres sous-estimaient. Donc ça permettait de réajuster les coûts de production. Donc ce n'est pas un travail inutile. Ça permettait de vérifier à un moment T, est-ce que le prix payé d'un produit, ça permet une juste rémunération derrière. Après, c'est très relatif. C'est-à-dire que si le producteur, je lui paye très bien sur le cahier, mais que j'en achète deux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, c'est aussi la question du rapport quantité-volume. Donc. Et ce qu'on fait effectivement, WFTO a essayé d'aller le plus loin possible avec aussi le mouvement européen des centrales d'achat de l'EFTA pour voir en fait comment on peut calculer un salaire décent. Donc effectivement, ça peut paraître un peu très poussé d'aller dire c'est quoi ma ration quotidienne pour me nourrir, pour me loger, etc. Mais ça permettait de donner une base qui n'est pas le salaire minimum qui est souvent dans les pays qui est insuffisant, mais qui permettait de dire concrètement c'est quoi un salaire décent dans ce pays-là. Mais c'est très relatif en fonction des situations de personnes. Donc voilà, donc tout ça est complexe, mais c'est pas inutile et c'est intéressant et ça permet un progrès collectif. Merci Gérald. Une dernière question et on va passer à la présentation de Laurie. On aura un deuxième temps d'échange. Oui, merci. Oui, aujourd'hui, il y a une confusion qui est faite entre le prix payé au producteur et sa rémunération. C'est bien deux choses complètement différentes. Hein. Le prix payé au producteur, c'est brut, et sa rémunération, c'est après charge. Et vous avez beaucoup de démarches, malheureusement, qui font croire aux consommateurs que le prix payé, c'est la rémunération. Et ça, c'est pas vrai. Il faut vraiment faire attention. Et nous, moi, je suis producteur de lait, et nous avons créé notre marque et notre laiterie, et nous collectons 100% du lait de nos éleveurs. Donc c'est aussi pour un souci de transparence, parce que ça a été évoqué juste avant, si vous en achetez que 2, ça ne sert à rien. Si vous collectez que 2% ou 3 ou 5 ou 10% du produit d'un producteur, mais que tout le reste part au prix du marché, je ne vois pas comment ça peut être équitable. Donc il y a vraiment un souci de transparence, c'est très important, et il faut le prouver, bien sûr. Nous avons été certifiés commerce équitable via Agrieticle, et c'est justement pour aller prouver aux consommateurs que dans notre démarche, l'argent retourne bien aux éleveurs, mais que c'est une rémunération. Nous, on parle de rémunération nette mensuelle. Donc il y a vraiment de l'éclaircissement, je pense, à faire, et il faut attention à ces confusions. Attention. Ça nous fait une bonne transition, Laurie, entre prix payé, revenus décents, salaire décent. Merci beaucoup. Et merci pour cette remarque, question, parce qu'effectivement, c'est une transition parfaite. Alors, du coup, je vais passer directement à quelque chose qui n'était peut-être pas le cœur initial de la présentation, mais qui fait justement cette transition avec votre question. Aujourd'hui, donc, nous sommes je me présente très rapidement, le label Fairtrade Max Havelaar, donc un des labels utilisés par Jardin de Gaïa parmi d'autres, effectivement. Nous, on a aujourd'hui une base de données de coûts de production publics renouvelés régulièrement sur la base d'enquêtes. C'est des coûts, ça correspond à des prix minimums garantis pour les producteurs. Aujourd'hui, on va un peu plus loin.
Et on adopte, ou en tout cas on participe à la création de benchmarks sur ce que devrait être la rémunération d'un producteur et du coup le prix qui correspondrait à cette rémunération. Il y a 2 grandes coalitions d'acteurs qui aujourd'hui travaillent sur ces sujets-là. Alors c'est en anglais comme d'habitude, mais ça veut dire ce que ça veut dire. La Global Living Wage Coalition et le Living Income Community of Practice. Donc c'est 2 grandes coalitions d'acteurs avec des ONG, des entreprises privées, des organisations internationales qui ont mis en place une méthodologie de calcul de ce que devrait être un revenu vital ou un salaire vital. Le but, c'est de se dire le revenu ou le salaire d'un producteur ou d'un travailleur, ça ne doit pas uniquement lui servir à couvrir ses coûts de production, ça doit lui servir à vivre décemment, dignement, et c'est ça ce qu'on veut atteindre. Aujourd'hui, il y a peu de filières qui atteignent ce niveau de rémunération des producteurs, mais le but, c'est de savoir quel est ce niveau de rémunération et comment on progresse vers ça. Donc la méthodologie qui a été mise en place et qui a été éprouvée, c'est une méthodologie qui prend en compte énormément de choses dans la vie du producteur. Quels sont les coûts de nourriture? Quels sont les coûts de logement? Quels sont les coûts qui lui permettent d'avoir accès à l'éducation, à la santé? Quels sont les coûts, quels sont les coûts qui devraient lui permettre de faire face à des imprévus? Et puis, en plus de ça, s'ajoutent évidemment les coûts de production. Ça, c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui le cost of sustainable production, les coûts de production durables. Pas uniquement les coûts de production, les coûts de production durables. Et ça doit correspondre à ce que le producteur tire de son exploitation. Et ce que le producteur tire de son exploitation, c'est le prix multiplié par la rentabilité, enfin le rendement de sa parcelle. Donc encore une fois, on n'est pas juste à se dire combien ça me coûte de produire 1 kilo de cacao ou une caisse de banane, c'est combien ça me coûte, de combien j'ai besoin en rémunération pour pouvoir vivre décemment de ce que ma parcelle me permet de produire. Donc on essaye d'avoir la vision la plus globale de tout ce que ça veut dire qu'un revenu vital et donc le prix qui correspond à ce revenu vital. Donc alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est ça la méthodologie, c'est ça qu'on essaye de pousser aujourd'hui avec le système Fairtrade Max Havelaar et avec d'autres systèmes de certification et avec d'autres entreprises et avec énormément d'acteurs engagés dans le commerce équitable. Et ce qu'on tente de faire aujourd'hui, c'est de savoir quel est du coup le revenu vital et le prix qui correspond à ce revenu vital partout dans le monde. Ce n'est pas la même chose un revenu vital dans une zone urbaine ou dans une zone rurale. C'est pas la même chose un revenu vital pour un producteur de cacao au Nicaragua ou un producteur de cacao en Côte d'Ivoire. Donc le but, c'est d'avoir des niveaux de living, donc de revenus vitaux partout dans le monde et en fonction de où j'habite dans mon pays. Aujourd'hui, on est à 42 pays dans lesquels on travaille. On a 35 benchmarks, donc 35 niveaux de revenus vitaux calculés. Il y en a encore un qu'on essaye de terminer. C'est un travail énorme, c'est très cher. Ça explique peut-être aussi en partie le coût d'une certification, parce que ça, c'est des dizaines de personnes qui travaillent sur la définition de ces revenus vitaux et des prix qui vont avec. Et donc, du coup, voilà, le commerce équitable avance, disons, avec ces méthodologies-là. Et avec le fait de se dire que voilà, on met un seuil ou on met un objectif plutôt qu'un seuil, un objectif pour toutes les entreprises engagées, de se dire ben voilà, l'objectif ultime pour un producteur, c'est d'avoir au moins un revenu vital, et voilà le prix qui correspond pour ce producteur. Donc je suis désolée, ce n'était pas le cœur de la présentation au départ, et si vous avez des questions là-dessus, je pourrais y répondre. Je reviens au sujet initial, mais ça faisait une bonne transition, je pense, avec tout ce qui avait été dit auparavant. Du coup, on parlait, enfin le sujet initial, c'était notre travail de plaidoyer au sein de Fairtrade Max Havelaar pour un devoir de vigilance et un revenu vital. Donc le système de certification Fairtrade Max Havelaar est un outil volontaire qu'on met à la disposition des entreprises qui choisissent de l'utiliser ou non. Mais on n'est pas uniquement une règle, on est aussi un système
un peu plus holistique. Et on a dans notre boîte à outils aussi des actions de plaidoyer fortes pour faire avancer cette notion de devoir de vigilance. Et à l'intérieur du devoir de vigilance, nous, on met le revenu vital comme point central. Aujourd'hui, alors un très très bref panorama, le but c'est pas de faire un cours, mais un très bref panorama de ce que c'est que le devoir de vigilance et comment il est encadré. Il y a 2 textes non contraignants qui existent et qui le définissent. Le premier, il a été publié il y a 10 ans déjà, en 2011 par les Nations Unies, avec des recommandations pour que les États envisagent un assortiment judicieux de mesures nationales et internationales contraignants et volontaires pour favoriser le respect des droits de l'homme par les entreprises. C'est un peu verbeux, mais ça mettait déjà un peu l'intention clairement sur la table. Et il y a 3 ans, l'OCDE a publié un guide beaucoup plus pratique avec des méthodologies de comment est-ce qu'une entreprise peut mettre en place des démarches de surveillance des droits humains et des droits environnementaux au sein de sa chaîne d'approvisionnement. Donc on arrive à une définition commune du devoir de vigilance, qui est une procédure qu'une entreprise raisonnable et prudente se doit de réaliser pour respecter les droits humains en identifiant, prévenant, atténuant les impacts négatifs de sa chaîne d'approvisionnement et de ses relations d'affaires, en rendant compte de la matière dont ces impacts sont traités. Quand on dit impact, c'est impact sur les droits humains et sur l'environnement. Le contexte réglementaire. En France, on a une loi, on est les premiers et encore à peu près les seuls à avoir une loi complète sur l'obligation des entreprises vis-à-vis de toute leur chaîne d'approvisionnement, l'obligation que les entreprises ont de veiller à ce que les droits humains et environnementaux ne soient pas violés au sein de leur chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, les Allemands, ils ont un Supply Chain Act qui est un peu équivalent en Pays-Bas, ils ont aussi des lois sur le devoir de vigilance pour le travail, contre le travail des enfants. Donc, mais nous, les Français, déjà, on était les premiers. Et en plus, c'est les droits humains dans leur globalité qui doivent être pris en compte par les entreprises. Donc ça, c'est très intéressant. On est les bons élèves. D'accord ? Un certain nombre d'entreprises. Un certain nombre d'entreprises, pas toutes. Effectivement, c'est les entreprises qui emploient au moins 5000 salariés en France ou 10 000 dans le monde. Donc voilà. Mais on est quand même à peu près les bons élèves européens, pour une fois. Et dans le contexte européen international, donc il y a plusieurs pays européens qui commencent à réfléchir à ça. L'Union européenne va faire une proposition de législation sur la gouvernance d'entreprises durables en matière environnementale et des droits humains. On l'attend dans 10 jours, la première proposition, qui sera soumise à négociation quoi qu'il arrive. Et l'ONU était aussi en cours de négociation pour élaborer un instrument international juridiquement contraignant. Et c'est ça que nous, on veut. Le plaidoyer de Fairtrade Max Havelaar pousse pour des législations contraignantes. Nous, on est un outil volontaire. Notre but, c'est de mettre en lumière ceux qui mettent en place des bonnes pratiques et d'en faire un avantage concurrentiel. Par contre, ce qu'on veut aussi, c'est qu'il y ait des contraintes qui fassent que tout le monde, relever la barre pour tout le monde. Nous, on essaie de niveler un peu par le haut. Il faut qu'il y ait quelque chose qui empêche le nivellement par le bas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit une barre minimum que tout le monde doit respecter. Et à partir de ça, là, les règles de marché, de concurrence peuvent s'appliquer si on le souhaite. Mais par contre, on ne descend pas en dessous d'un certain niveau de respect des droits humains et environnementaux. Et ça ne passe que par des lois contraignantes. Et nous, on plaide pour ça. On est un système international, donc on a la chance de pouvoir s'adresser à 3 niveaux. La législation européenne, on fait du plaidoyer pour que cette nouvelle proposition de loi sur le devoir de vigilance reconnaisse premièrement que le revenu vital est un droit humain à part entière, déjà parce que c'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qu'en plus pour nous c'est un prérequis à tous les autres droits. Pour garantir n'importe quel droit social, déjà on garantit un niveau de vie décent aux producteurs. Et puis, il y a des lois sur la déforestation importée aussi sur lesquelles on a des actions de plaidoyer. La loi française, on est très heureux qu'elle existe. On travaille aussi à pouvoir aider les entreprises partenaires à la respecter. Et puis, il y a beaucoup d'accords intersectoriels qui ne sont pas contraignants, mais qui sont extrêmement intéressants. Des coalitions d'acteurs sur chaque filière, notamment le cacao, dont on est en train de parler au premier étage, je crois. D'acteurs qui se disent, nous voilà, on se met aussi des minimums entre nous, et on s'accorde pour ne pas avoir des pratiques qui soient en dessous de ces minimums. Et ça nous intéresse beaucoup et on fait partie de toutes ces coalitions d'acteurs. On essaye de
de pousser à ce que les engagements signés par les acteurs soient à la hauteur et intègrent encore une fois un revenu minimum vital pour les producteurs. Très rapidement ensuite, en fait, il y a énormément d'acteurs qui jouent dans ces lois, dans ces réglementations. Les régulations françaises, les régulations européennes, les consommateurs qui poussent à ce que les droits humains soient respectés, les initiatives d'acteurs privés qu'on a déjà vues. Et tout ça, en fait, ça pèse ou ça risque de peser, si on ne fait rien, sur les producteurs. Parce qu'en fait, quand on parle de zéro déforestation importée, sur qui ça pèse ? Sur les organisations de producteurs. On dit, par exemple, nous, notre cacao, notre café, on veut qu'il ne corresponde à aucune déforestation. Donc vous, producteurs, vous allez faire des investissements dans votre plantation pour nous assurer ça. On veut qu'il n'y ait pas de travail des enfants. Donc vous, producteurs, vous allez nous faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'enfants dans les plantations. On veut qu'il y ait des bonnes pratiques agricoles, parce que nous, en Europe, on se dit que c'est important quand même de préserver l'environnement. Et tout ça va dans le bon sens, et on est tout à fait d'accord avec ça. Le seul truc, c'est qu'il y a un moment, la responsabilité, elle est partagée au sein des acteurs de la chaîne. Il ne faut pas que ce soit que des fardeaux qui s'accumulent sur les producteurs. La règle, elle est bonne. Nous-mêmes, on est édicteurs de règles en tant que schéma de certification. On n'est pas là pour faire peser le poids de tout ça uniquement sur les producteurs. Chacun a une responsabilité à porter. Donc, on agit sur tous ces niveaux-là. Et surtout, on agit au niveau des producteurs pour les appuyer avec des formations, avec aussi la prise en compte de leurs besoins. Parce que si on fait du plaidoyer, si on va à l'Europe en disant « Attendez, il faut un revenu minimum vital garanti », c'est parce qu'on sait et parce qu'on est avec les producteurs tous les jours qui nous disent « Mais nous, on veut bien respecter tout ça, mais payez-nous ». Donc nous, on va voir les besoins des producteurs et ensuite, on fait du plaidoyer. Et ensuite, on va voir l'Union européenne, ensuite, on va voir les États. Et puis, on appuie les producteurs pour qu'ils aient les moyens de respecter toutes ces règles qui, encore une fois, pour nous, vont dans le bon sens. Donc, on appuie les producteurs. On appuie aussi le partage des responsabilités dans les chaînes. On a des standards qui s'appliquent aux producteurs, qui s'appliquent aux entreprises engagées, qui s'appliquent à tous les acteurs des chaînes d'approvisionnement. Et dans ces standards, on est en train de les changer de plus en plus. Et on dit, bon, maintenant, le respect des droits humains, c'est la responsabilité de tous. Donc, vous allez investir. Donc, vous allez faire attention à ce que vos fournisseurs aient les moyens de respecter toutes ces règles en termes de respect des droits humains. Et enfin, on est une ONG et on travaille comme une ONG et on va aussi chercher des fonds pour mettre en place des programmes de développement au profit des producteurs. Donc ça, en fait, c'est un peu un cycle où on essaye d'influencer la règle et on essaye de faire que la règle ne pèse pas encore sur les épaules de toujours les mêmes. C'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais peut-être laisser, je ne sais pas où en est le temps, mais si vous avez déjà des questions à ce stade, je serais heureuse d'y répondre. J'ai une question sur le travail que vous avez sur le living wage. Avec donc il y a les prix minimums mondiaux qui sont donnés à tous. Comment est-ce que vous allez articuler ce travail sur le living wage avec les prix minimums qui sont annoncés mondialement, sachant que sur certaines matières premières, le prix minimum n'est pas suffisant pour couvrir les coûts de production, notamment sur café et cacao. Donc comment est-ce que vous comptez articuler avec ces deux travaux ? Oui, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, vous m'entendez ? Super. Alors clairement, le living wage, donc le salaire décent et le revenu décent, juste une toute petite précision. En fait, le revenu décent, c'est quand on parle de producteurs qui sont organisés entre eux en coopérative. Le salaire décent, donc le living wage, on parle de prix payés à des salariés. Il y a des producteurs qui sont, enfin des organismes de production qui ne sont pas des coopératives, mais qui sont des entreprises privées qui emploient des gens. C'est le cas dans certains secteurs. Et donc du coup, là, de la même manière qu'on a calculé un revenu décent, on calcule un salaire décent. Clairement, aujourd'hui, les revenus décents, les salaires décents sont plus élevés que les prix minimums qui sont uniquement destinés à couvrir les coûts de production. C'est souvent beaucoup plus élevé. C'est aussi beaucoup plus d'efforts pour les entreprises, c'est beaucoup plus d'efforts pour tous les acteurs engagés. Ce sont des objectifs. Donc, en fait, on les calcule de la même manière que le revenu décent qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire quels sont les besoins des gens pour vivre décemment dans leur région, dans leur ville, dans leur pays. Et ensuite, donc, on se dit, au-delà du salaire minimum
local qui souvent est extrêmement bas. Le salaire minimum qu'il faudrait pour que cette personne vive décemment dans son contexte, c'est ça. Et clairement, c'est souvent des salaires qui sont plus élevés que les salaires minimums légaux. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Pas du tout. Ah, mais on peut peut-être... Tu veux préciser ? Pardon. Oui, pardon, j'ai du mal poser ma question. Nathalie Vacante, Biocop, je ne me suis pas présentée. En fait, c'est comment est-ce que cette étude va permettre peut-être de changer les prix planchers, ou en tout cas, est-ce que c'est le cas derrière, et comment ça va s'articuler? C'était plutôt ça ma question. Alors oui, comme c'est un objectif, on essaye de se dire qu'un jour, le prix minimum garanti sera ce niveau de revenu vital, enfin, le prix qui correspond à un revenu vital ou à un salaire vital. Mais pour arriver à un revenu vital ou à un salaire vital, le prix, c'est une condition sine qua non. Il y a plein d'autres choses autour. Il faut que la parcelle, elle ait un rendement qui soit assez élevé. Il faut que le coût des intrants ne soit pas trop élevé non plus, parce que vous pouvez payer un prix énorme si les intrants ou les coûts de production explosent. Donc en fait, le prix minimum, ça va être un objectif. Le but, ça va être que nos prix minimums s'alignent avec ça. Donc on augmente les prix minimums un peu tous les ans. Et en même temps, on essaye d'appuyer les producteurs. Il y a des réseaux de producteurs, enfin des équipes Fairtrade qui sont sur le terrain et qui disent de toute façon, si on vous paye ce prix minimum, ce revenu vital, mais que votre parcelle, elle donne rien, et que en plus vous payez des intrants chimiques tous les ans à des sommes astronomiques, en fait, encore une fois, vous n'arriverez pas à un revenu décent. Le revenu, c'est pas que le prix. Donc le prix, il faut qu'il augmente, mais ensuite, il y a tout ce qu'il y a derrière, toutes les formations, tout l'accès à des intrants biologiques renouvelables pas chers. Il y a toutes les bonnes pratiques agricoles qui font que la terre reste vivante et ne pourrit pas et continue à donner. Tout ça, c'est aussi quelque chose que nous, on essaye de faire avec nos petits bras au sein du système Fairtrade. On a des équipes sur le terrain qui font de la formation, qui créent des pépinières, voilà, ce genre de choses. Mais voilà, le prix qui correspond à un revenu vital, on va essayer de l'atteindre, mais par contre, il y a encore tout un travail derrière énorme, parce que le prix ne fait pas tout. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais savoir où en étaient vos réflexions sur le mass balance. Comme ça a un impact aussi sur le revenu du producteur. Ça a un impact plutôt positif, malheureusement, le mass balance sur le prix du producteur. Sur le prix du producteur. En fait, le mass balance, c'est un peu particulier. C'est quelque chose qui a été énormément plaidé par les producteurs. Parce que, comme on disait tout à l'heure, en fait, si j'achète un cahier à un bon prix, mais si j'en achète deux, j'ai pas d'impact. Et le mass balance, ça a permis d'augmenter les volumes vendus par les producteurs. Le mass balance, ça a permis de faire rentrer dans le système Fairtrade des acteurs qui, sans le mass balance, n'y seraient pas rentrés. Et ça a permis aussi d'augmenter les volumes vendus par les producteurs. Donc en fait, c'est quelque chose qui est... aujourd'hui, tous les producteurs nous disent, mais ouvrez le mass balance, parce que sinon, moi, je vais vendre 2% de ma production en Fairtrade. Vos prix, c'est très bien, votre accompagnement, c'est très bien, mais s'il n'y a pas de volume derrière, l'impact... voilà. Le mass balance, ça joue de la même manière, en fait. Je peux faire une petite explication, mais mais en fait, c'est pareil. C'est le fait que le mass balance existe. Le non-mass balance a été un obstacle pour tous les traders, pour tous les transformateurs de produits qui ne pouvaient pas séparer les productions équitables des autres productions. Leur chaîne de production, leur chaîne de transformation ne permet pas ça. Et donc, du coup, ils disaient, mais nous, on veut bien payer un prix minimum, on veut bien. Mais en fait, c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop coûteux pour nous de séparer physiquement les deux productions et de se dire, on arrête une chaîne de transformation pour faire passer de l'équitable, et puis après, on la remet en branle. C'est extrêmement coûteux. Donc, c'est notre seul obstacle à l'engagement avec le commerce équitable. Et quand on a consulté les parties prenantes, tous les producteurs ont dit, s'il vous plaît, ouvrez le mass balance. Oui, Oui. Gérald, Artisan du Monde. Oui. Une question en fait. Là, tout à l'heure, il y a Stéphane Comard d'Ethicab qui soulignait que souvent en fait, le prix payé pour la matière première achetée au producteur, dans le prix final, finalement, ce n'est pas considérable.
Donc ça dépend effectivement si on est sur un produit transformé ou peu transformé. Mais donc de fait, la question c'est toujours aussi, en aval de la filière, c'est comment les acheteurs fixent le prix. Oui. Et donc en fait, souvent on s'aperçoit que quelques centimes de plus payés aux producteurs, c'est un effet quand même significatif pour l'organisation de producteurs et pour les producteurs, Bien productrices, travailleurs, travailleuses. Bien sûr. Mais derrière, voilà, comment les acheteurs accueillent cette compréhension qu'il faut payer mieux, parce que le salaire des uns, c'est le prix des autres, et qu'un salaire bas ou un prix bas, c'est toujours au détriment d'un acteur de la filière. Donc, voilà, est-ce que ça peut, cette compréhension que le salaire minimum, il devrait être à ce niveau-là, les acheteurs qui sont engagés, qui sont sincères, est-ce qu'ils sont prêts à faire l'effort sur le calcul du prix, Ouais. sachant qu'on sait souvent que les prix sont payés aussi, sont très relatifs et subjectifs. Et la dernière question, c'est par rapport à l'engagement du devoir de vigilance. Comme Max Havelaar est aussi engagé avec l'industrie agroalimentaire, qui est aussi sujette au devoir de vigilance, est-ce que ça peut avoir un effet de levier sur l'engagement de ces multinationales qui ne vont pas juste certifier une barre chocolatée, mais aller au-delà? Oui. Bah, la première question, c'est effectivement... alors, je ne suis pas experte des relations avec les acteurs commerciaux, ce n'est pas mon domaine. Maintenant, ce que je peux dire, mais peut-être que d'autres compléteront, c'est là où le fait de se dire qu'une certification n'est pas une liste de règles, mais aussi une organisation qui peut communiquer, qui peut faire du plaidoyer au niveau législatif, mais qui peut aussi faire du plaidoyer au niveau politique, au niveau des États, et puis communiquer au niveau des consommateurs pour faire comprendre ce que c'est que l'écart entre les prix payés actuellement et les prix qu'on voudrait voir se faire payer par les agriculteurs. Donc ça, pour les agriculteurs. Donc ça fait partie aussi de notre mandat en tant que système de certification Fairtrade Max Havelaar. Tout le monde n'a pas forcément alors on a la chance d'avoir un scope ou en tout cas une portée qui nous permet de faire ça. Mais ça fait partie de notre mandat en tant que système Fairtrade Max Havelaar. Et la seconde question sur le devoir de vigilance, est-ce que ça peut faire un effet de levier? Oui, tout à fait. Nous, on se dit que, et c'est pour ça qu'on plaide pour le devoir de vigilance, on se dit que de toute façon, il y a des entreprises qui sont dans une situation de marché qui font que le fait de ne pas mettre en place des bonnes pratiques, c'est un avantage concurrentiel, c'est un avantage compétitif. Et ça, c'est un énorme problème. Le jour où le fait de ne pas respecter les droits humains ou de ne pas au moins les identifier et puis d'essayer de mitiger les risques ou de se battre, lutter contre les effets de ça vous fait gagner des parts de marché, c'est qu'il y a un vrai problème. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous, notre plaidoyer numéro 1, c'est le fait de se dire, mettez une barre minimum. Parce qu'en fait, sans ça, il y aura toujours des cavaliers seuls. Il y en a toujours qui profiteront du système, du fait que, voilà, une mauvaise pratique, c'est plus de sous. Ça, on ne veut pas. Donc, déjà, voilà. Et une fois qu'on a supprimé... Alors, effet de levier, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est un prérequis pour que l'ensemble du secteur avance. Et en fait, on s'est rendu compte de ça aussi au fil des années avec le système Fairtrade Max Havelaar, c'est que des acteurs engagés, on en trouve, on voit des personnes, Jardin de Gaïa, c'est l'exemple parfait, mais on voit des personnes et des entreprises qui sont très engagées. Le problème, c'est que si on veut que ça devienne une norme, on a besoin que tout le monde fasse le même pas au même moment. Sinon ce sera toujours un effort trop important pour tout le monde que de faire ce pas-là. Si tout le monde le fait en même moment, on se retrouve sur le même pied d'égalité et là, on avance. Et donc, du coup, il faut non seulement que ce soit un minimum, mais il faut que ce minimum soit de plus en plus, alors pas contraignant, mais soit donc de plus en plus haut. Et donc, du coup, déjà, on plaide pour la contrainte et ensuite, on plaide pour que les engagements soient élevés. Voilà. Ouais, on va prendre une dernière petite question, parce que je vois lever la main, mais ensuite, on va devoir s'arrêter. Ouna Bijasson du label Biopartenaire. Donc c'est une question générale, c'est un enjeu que je voulais soulever. On parle de juste rémunération des producteurs, des salariés, et on parle de droits sociaux. Et il me semble qu'il y a une question et un risque fondamental, c'est le travail non salarié. On sait que dans l'agriculture, il y a énormément de travail invisible.
Du coup, est-ce que les producteurs et les entreprises qui achètent aux producteurs se posent la question de ce travail et de cette valorisation du travail dans les coûts de production ? Et du coup, comment est-ce que, par conséquent, elles se posent la question des bénéfices, des impacts en fait positifs du commerce équitable sur ceux qui travaillent dans le secteur agricole, mais qui ne sont pas salariés et qui ne sont pas déclarés en tant qu'agriculteurs. Je ne sais pas si Cassandre voulait répondre. Merci. C'est peut-être. Non, ou le travail en agriculture familiale aussi, le travail à la maison. Après, les producteurs, ça fait partie de ce que nous, on a observé, je pense, par rapport au rooibos, en tout cas en Afrique du Sud. En fait, on part de la cellule familiale, quoi. Voilà. Et en fait, un membre représente sa famille. Donc après, effectivement, ils sont parfois à 2, à 3 à travailler avec l'oncle, le cousin, qui donnent des coups de main. Mais dans justement la répartition, on a pris en compte cette cellule familiale. Voilà. Nous, dans la méthodologie du revenu décent, on estime que le revenu décent doit pouvoir faire vivre une famille avec le nombre d'enfants moyens dans le pays. Il faut que le revenu décent puisse faire vivre une famille de, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, en fonction du nombre moyen d'enfants dans la région. Donc ça, c'est pris en compte. Est-ce qu'il est pris en compte le fait que, par exemple, la femme peut travailler sans être salariée et est-ce qu'on compte son travail dans les coûts de production ou dans les coûts qui pèsent sur l'agriculteur? Il faudrait que j'aille voir ça clairement dans la méthodologie, mais c'est possible. Je ne saurais pas vous répondre clairement, mais je peux aller fouiller. Ok, on va s'arrêter là parce que ça ouvre énormément de débats qu'on pourrait continuer pendant des heures. Qu'est-ce qu'un coût de production durable? Qu'est-ce que la durabilité? Qu'est-ce que le renforcement des OP? Mais on va devoir descendre. Je vous invite à retourner près de la salle plénière. Il y aura la clôture. Merci beaucoup à vous deux. Merci Laurie. Et puis...